Connaissance, recherche, sciences, et sciences mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférence, archéologie, environnement, nature. Hier, vous avez eu plusieurs exposés sur la mondialisation d'un certain nombre de recherches en biologie, notamment dans le domaine de la génomique. Et donc, j'ai choisi de prendre un abord un petit peu différent, qui est d'un abord beaucoup plus, assez critique et même autocritique sur l'évolution de la discipline. Et je voudrais dire d'emblée que ce n'est pas un discours pessimiste, c'est un discours critique, que la biologie fait d'immenses choses, mais que je pense que nous faisons face à un certain nombre de questions qu'il est important de réfléchir. D'abord, la biologie a connu des évolutions majeures. La première d'entre elles est démographique. Je vous rappelle que la biologie moléculaire en France a 50 ans, et je me permettrai de réévoquer cette anecdote citée par François Jacob dans l'un de ses livres, du général de Gaulle face au comité des sages qu'il présidait, disant « l'économie va un peu mieux, vous avez 3 minutes chacun pour me dire ce qui vous paraît important dans vos disciplines ». Il écoute, et au bout d'1 heure et demie, il dit « écoutez, le nucléaire est déjà servi ». Dans tout ça, tout est intéressant, mais quelque chose qui me paraît vraiment intéressant, j'y comprends rien, c'est la biologie moléculaire. Je vous propose de mettre tout l'argent là-dessus, et ça a été le démarrage de la biologie moléculaire en France, avec des moyens très supérieurs, et c'est grâce à quoi, d'ailleurs, votre serviteur a pu avoir une bourse qui lui a permis de démarrer. Je calcule qu'aujourd'hui, la France doit avoir environ 60 000 biologistes entre le CNRS, l'INSERM, l'INRA, l'Institut Pasteur, les universités, etc., ce qui représente 0,1% de la population française. Je calcule, à la louche bien entendu, que si j'additionne l'Europe, les États-Unis, le Japon, on doit avoir à peu près 1 million de chercheurs en biologie. Et je calcule également, je fais l'hypothèse, que dans les 10 ans qui viennent, à cause de la croissance que nous avons, bien entendu, de la Chine, de l'Inde, du Brésil et d'autres pays, ce nombre va sûrement doubler. Et donc, nous aurons 2 millions de biologistes, chercheurs en biologie de par le monde. Voilà, donc un changement démographique majeur, qui s'accompagne, bien entendu, d'un changement dans le volume des connaissances qui devient considérable, croissance du nombre de journaux, on peut le documenter de différentes manières, de pages publiées, des bases de données, de l'informatisation, avec ces conséquences que nous connaissons tous dans la pratique de la recherche, l'impossibilité de tout lire, c'est-à-dire de lire tout ce qu'on aurait envie et besoin de lire, l'impossibilité également de citer toutes les sources, et cela a quelques conséquences que je vais détailler. Alors voilà la belle courbe exponentielle de la base de données qui s'appelle PubMed, que tous les biologistes utilisent, qui a maintenant 20-21 millions d'articles publiés en ligne, et vous voyez cette super croissance exponentielle, qui s'accompagne bien entendu au niveau de la connaissance de changements qui sont majeurs. Et ces changements majeurs, c'est premièrement un appétit de complétude. Techniquement, ce qui s'est produit, c'est que se sont développées et continuent à se développer des techniques qu'on appelle des techniques qui permettent d'acquérir massivement des données en parallèle. C'est vrai du séquençage, c'est vrai de l'analyse des protéines, c'est vrai de l'analyse des métabolites, c'est vrai de plein de choses. Ça a donné lieu à une terminologie un peu barbare, c'est l'ère de ce qu'on appelle les omiques, la génomique, la transcriptomique, la protéomique, la métabolomique, etc., etc., et cela pose, comme cela vous a été expliqué par Jean-Loup Mandel hier en matière de séquences de gènes, j'y reviens un tout petit peu, des problèmes très importants en termes de stockage, de gestion de données qui atteignent des volumes absolument considérables. Et pour la première fois, sans doute, comme il vous l'a dit, c'est l'informatique qui est à la traîne, c'est-à-dire qu'on est plutôt à court de moyens informatiques qu'avant.
Au niveau épistémologique, c'est un changement qui est bien connu, c'est banal de le dire, entre la biologie dite réductionniste et les approches systémiques. La biologie moléculaire des années 60, 70, 80 et même 90 était réputée réductionniste, tout simplement parce que chacun travaillait sur sa molécule, son bout de gène, etc. Et bien entendu, la transition vers les systèmes est plus qu'amorcée, les systèmes cellulaires, les ensembles de cellules, les populations, l'écologie, l'évolution, etc. Tout ça est bien avancé et nous sommes effectivement rentrés dans l'ère de la biologie systémique. La transition a son symbole, et son symbole, c'est bien sûr le séquençage du génome humain qui, pour la première fois, a donné la complétude du système. Cette complétude s'accompagne de complexité, bien entendu. Et voilà un article qui est déjà vieux, il a 5, 6, 7 ans, qui montre le réseau d'interaction d'un certain nombre de protéines d'un micro-organisme qui est l'alvéole. Alors j'aime beaucoup montrer ce cliché parce que pour moi il montre qu'on ne peut plus travailler sans modèle, on n'y pige rien. Il y a tellement d'éléments là-dedans qu'il faut absolument modéliser, il faut des modèles, il faut donc des mathématiques, il faut des hypothèses, il faut revenir à l'expérience de façon beaucoup plus aiguë qu'avant. Et j'ai pris un cliché plus récent parce qu'il est encore plus beau et plus esthétique. Voilà le cliché qui montre les interactions génétiques d'une cellule de levure et dans lesquelles on arrive à distinguer un certain nombre de domaines fonctionnels qui sont eux-mêmes en interaction, donc des réseaux d'une énorme complexité avec des milliers d'éléments en interaction multiples, et ce n'est que le début de la science complexe. Donc, si vous voulez, un domaine qui a énormément évolué en qualité, bien sûr, en quantité, donc en volume, tout autant que dans son style épistémologique. Ces évolutions majeures, donc, ont des conséquences profondes et parfois problématiques. Et c'est donc là où je vais commencer à aborder un certain nombre de problèmes, tout en réaffirmant mon optimisme de base, mais je pense que nous avons intérêt à voir un certain nombre de ces problèmes en face. Donc, aujourd'hui, la biologie, je pense, est la plus volumineuse des sciences, parce que, si vous prenez le CNRS, la biologie, c'est à peu près un quart. C'est une science qui est très volumineuse, et pourtant, elle est relativement unifiée, tout simplement parce que la vie, c'est la vie, et que la vie a été modelée par l'évolution. Et donc, on peut penser que analyser les problèmes de la biologie peut également nous instruire sur les évolutions qui concernent possiblement la science en général. En tout cas, pour revenir simplement à la biologie, un premier problème, c'est, bien sûr, il faut mutualiser les connaissances. C'est basique, la base de toute recherche et de tout savoir. Le problème, comme je l'ai dit, c'est que le volume des connaissances est devenu bien supérieur aux capacités individuelles. On a un phénomène qui exprime, je crois, sociologiquement cette évolution, c'est la multiplication des revues de synthèse. Donc tous ceux qui travaillent dans le domaine connaissent les Nature Review Immunology, Nature Review Neuroscience, etc. Et je voudrais insister sur quelques points, c'est que ce phénomène s'accompagne d'une perte d'historicité. On fait référence aux revues et plus du tout aux données de base. En fait, il y a bien entendu dans la rédaction ou l'expression de ces synthèses une modélisation des champs scientifiques, parce qu'il y a forcément des abstractions et des choix qui sont faits, donc une certaine modélisation des champs. Et il y a également au sein des communautés une certaine modification des équilibres de pouvoir, puisque celui qui rédige la revue de synthèse capte une partie de l'attention et des citations, ce qui n'est pas sans influence pour son propre avenir. Et donc, je pense qu'il y a un problème par rapport à la citation, à la reconnaissance des travaux originaux, et je crois que c'est un problème finalement profond. En tout cas, il est remarquable de voir à quel point nos étudiants sont totalement dépourvus de connaissances historiques, sauf ceux qui ont l'appétit pour les acquérir eux-mêmes. Et vous prenez n'importe quel article de biologie aujourd'hui, vous regardez la liste des références, et en gros, d'habitude, sur les 50 références qui sont en gros autorisées par le système éditorial, vous n'en trouvez pas plus de 5 ou 6 qui sont vieilles de plus de 3 ans.
Donc, perte d'historicité, perte de reconnaissance des travaux originaux. Je note également, et je pense que ce sera discuté par mes collègues par la suite, que l'actuel système de revue par les pairs, qui a fonctionné dans ce domaine comme dans tous les autres, il est de plus en plus imparfait. Et je pense qu'il y a un effet de volume qui est très important à bien prendre en compte. À vrai dire, ce système est devenu, dans beaucoup de cas, relativement aberrant. Ce qui se passe, c'est qu'il y a tellement de publications, tellement de travaux, donc plusieurs millions par an, hein, donc ça suppose une mobilisation des experts qui, de moins en moins, prennent le temps de faire le travail, de plus en plus délèguent ça au postdoc qui vient d'arriver, et on arrive à une qualité d'évaluation qui est extrêmement douteuse, et qui est surtout d'une équité douteuse, c'est-à-dire que le système devient partiellement stochastique, d'excellents papiers qui devraient être publiés dans d'excellentes revues ne parviennent pas à être publiés, et donc il y a un véritable problème qui, je crois, qui est un vrai problème d'équité, qui pose d'ailleurs quelques problèmes éthiques par derrière, mais qui a un impact énorme sur la reconnaissance des hommes et des institutions, puisque les systèmes d'évaluation sont largement fondés sur les publications et la nature des impacts de citation, etc., ce que nous avons entendu hier. Du coup, il y a une autre modification qui se produit, c'est que les échanges oraux se redéveloppent, mais ils se redéveloppent sous plusieurs formes. D'abord, vous avez l'organisation de symposiums absolument colossaux avec 14 000 personnes en neurosciences, des trucs on se demande vraiment qu'est-ce qu'on communique dans ces institutions. L'organisation de ces symposia est maintenant très largement commercialisée. Il y a un problème de commercialisation de l'information orale, et Dieu merci, le Collège de France existe pour s'opposer à cette commercialisation de l'information. Vous avez bien sûr, mais ça a toujours existé, des problèmes de vedettariat scientifique et de médiatisation. Vous avez une véritable jet-set d'un certain nombre de nos collègues qui passent leur temps dans les avions. Et de façon peut-être plus intéressante, vous avez un problème qui me paraît très intéressant et important, c'est un retour à la régionalisation. Au fond, il n'y a plus assez d'argent pour faire voyager tous les gens qu'il faudrait, et puis il y en a trop. Et donc, on assiste à un repli dans nos disciplines, ou au moins dans certaines de nos disciplines, un certain repli des États-Unis sur eux-mêmes, de l'Europe sur elle-même, et maintenant de l'Asie sur elle-même. C'est-à-dire qu'il y a de grands symposia qui sont tenus dans ces différentes régions, dans lesquels, bien sûr, on invite quelques vedettes, mais enfin, on n'est plus dans le système réellement international que l'on connaissait, me semble-t-il, ou que j'ai cru connaître il y a seulement 20 ans. J'en arrive maintenant à des problèmes qui sont, pas des problèmes, des phénomènes qui sont tout à fait intéressants, qui sont ceux de la socialisation de la recherche biologique, s'entend, et qui sont préfigurés, si j'ose dire, par nos amis physiciens lorsqu'ils se groupent pour travailler au CERN. C'est en France, à mon sens, qu'a été inventé en génétique le travail distribué, le travail international distribué, et je crois que c'est au CEF, à Jean Dosset et à ses collaborateurs, qu'il faut rendre ce mérite. C'est bien autour du Téléthon, du Généthon, pardon, et du CEF que se sont développées ces pratiques de distribution internationale du travail, avec bien sûr la répartition internationale des résultats. C'est ensuite l'Union européenne qui a donné l'exemple, et c'est en 1996 que la séquence du génome de la levure a été publiée après une mutualisation des moyens, c'est-à-dire qu'on se distribuait les chromosomes, tel institut va séquencer tel bout de chromosome, tel autre, etc. Ça finit par aboutir à la séquence du génome de la levure. Et bien sûr ensuite le déchiffrage du génome humain, dont je voudrais souligner d'ailleurs qu'il a été fait 2 fois, une fois par un travail distribué dans le secteur public et une fois par un travail non distribué dans le secteur privé, mais je n'ai pas le temps de commenter ce phénomène que sans doute Jean-Loup Mandel a commenté hier. Phénomène de socialisation, nous le voyons également dans l'Union européenne avec la création de ces énormes conglomérats de laboratoires dans les grands programmes européens.
qui ont cette caractéristique d'essayer de mobiliser 20-25 laboratoires sur un grand thème en immunologie, etc., avec des lourdeurs de gestion qui sont indubitables ou indiscutables. Et par ailleurs, et je dois dire, je le dis très simplement parce que j'ai beaucoup critiqué ce système par le passé, je reconnais qu'il nous a appris à travailler ensemble et qu'il y a un mérite très très positif à ce type de programme. Et puis bien sûr, il y a le grand programme mondial comme l'a été le programme humain. Alors, bien sûr, ces programmes supposent de temps en temps et sont fondés sur une mutualisation des ressources. Alors, j'en cite quelques exemples. Les ressources en termes d'instruments. Nous n'avons pas en biologie des instruments aussi massifs et sophistiqués que ceux que l'anneau du CERN ou les anneaux du CERN. Néanmoins, pour séquencer notamment le génome humain, les ressources techniques étaient limitées, il fallait mutualiser. Mais je voudrais juste dire ici que les progrès de l'instrumentation sont tellement rapides que cette mutualisation est cyclique. Aujourd'hui, les instruments qui hier étaient mutualisés deviennent disponibles pour des coûts raisonnables, avec des débits qui permettent de servir les expériences locales et donc de revenir au niveau en gros de l'expérimentation plus ou moins individuelle. Vous avez néanmoins des domaines où la mutualisation est absolument essentielle et restera essentielle. Un exemple, ce sont les cohortes de patients qui sont une matière, entre guillemets, absolument extraordinaire et indispensable pour la recherche médicale. Et peut-être Pierre Corvol en parlera après. Et vous avez aussi un phénomène de plus en plus fréquent qui est un phénomène de mutualisation des intelligences, c'est-à-dire qu'il faut quand même se mettre à plusieurs pour essayer de réfléchir à un problème. Et ça, c'est un changement dans les métiers de la recherche biologique où la tradition était effectivement une tradition assez individualiste. Donc nous avons une coexistence de deux systèmes, un système individuel et un système de grands projets qui, lui, est beaucoup plus soumis à la politique et la technicité. Maintenant, je voudrais dire qu'il faut quand même une organisation à l'échelle mondiale pour des raisons qui sont un peu barbantes, pas très drôles pour les chercheurs, mais qui sont vraiment évidentes et je vais vous montrer pourquoi. Il faut arriver à normaliser, à standardiser un certain nombre de données et en gros, les biologistes se trouvent dans certains domaines un peu comme se trouvent les climatologues qui sont forcés de mettre en commun leurs données s'ils veulent progresser pour analyser le climat à l'échelle mondiale. Normaliser et standardiser les données, les annoter correctement et avoir des bases de données compatibles entre elles. Vous avez aujourd'hui des centaines de bases de données, de structure des protéines, de prédiction de la structure des protéines, de modélisation, etc., de génome, de transcriptome, de trucs. Ces données ne sont pas toujours compatibles entre elles et c'est une nuisance très importante pour la recherche. Il existe en fait une masse considérable de données publiées qui sont inexploitables en dehors de leur contexte initial. Je vous donne juste un petit exemple ici, qui est celui de la transcriptomique. Et je passe le séquençage puisque Jean-Loup Mandel en a parlé hier. La croissance est exponentielle depuis 1975. Et l'on attend avec impatience l'instrument qui devait d'ailleurs être mis sur le marché il y a ces jours-ci ou il y a quelques mois, qui est apparemment retardé d'1 an et dont le potentiel, je dis bien le potentiel, pas la réalité, permettrait de séquencer le génome humain en moins de 5 minutes pour moins de $1000. Ce qui est une révolution dont la médecine devra tenir compte. Mais ça n'est pas encore fait. En tout cas, je vous donne l'exemple de la transcriptomique. La transcriptomique, c'est quoi? C'est les puces sur lesquelles vous avez les 50 000 gènes, enfin 50 000 séquences qui représentent tous les gènes de l'homme. Alors ça, c'est une expérience, j'en ai pris une parmi des milliers, où vous avez seulement 1% de l'information générée par une seule expérience, puisque là, vous n'avez que 500 gènes à peu près, comparés entre différents types de cellules. Et je prends cet exemple pour vous dire que donc, chaque expérience, vous livre ça multiplié par 100. C'est 50 000 points que vous obtenez.
Et plein de labos dans le monde font ces expériences maintenant. Vous avez des dizaines de milliers de ces données qui sont accumulées. Et le problème, c'est qu'en fait, elles ne sont pas comparables. Elles ne sont pas comparables parce que l'extraction des données et leur interprétation impliquent, par exemple, des statistiques qui ne sont pas forcément les mêmes. Les seuils de bruit de fond ne sont pas les mêmes, etc. Et donc, ça ne peut pas être comparé tel quel. Et donc, il y a aujourd'hui une déperdition colossale d'informations scientifiques en raison d'un manque d'organisation qui est effectivement extraordinairement difficile à trouver, puisque ces techniques sont mouvantes et se déplacent dans le temps très rapidement, s'améliorent, évoluent, mais également parce que c'est pas très facile de s'entendre au milieu de millions de biologistes pour mettre au point des standards d'expérimentation, et disons que c'est pas tout à fait conforme à la psychologie du chercheur de base. Donc, il y a un vrai tas de problèmes à ce niveau-là, et une déperdition considérable. Tout ça pose de nouveaux problèmes. Un problème sur lequel je passe rapidement est un problème d'épistémologie, c'est-à-dire que notre réflexion sur la biologie systémique entraîne certains de nos collègues vers des extrémités un peu radicales et absurdes dans lesquelles, à partir du génome humain, on pourrait déduire le comportement, etc. C'est totalement absurde. Je le mentionne simplement pour rappeler que nous devons toujours et perpétuellement nous méfier de la notion du déterminisme en biologie et notamment du déterminisme génétique. La question de la gestion collective des données est un problème qui se pose de plus en plus, qui est de plus en plus aigu, et je viens d'en parler. Ça suppose également une forme de contrôle de qualité qu'on ne retrouve pas seulement en génomique. Par exemple, HUPO est un consortium international qui a pour objet d'analyser le maximum de protéines à partir d'une prise de sang. L'objectif est extrêmement important puisque médicalement, si vous arrivez à analyser le maximum de ce que vous pouvez d'une prise de sang, vous aurez des capacités de diagnostic probablement très, très supérieures. Eh bien, les problèmes de comparaison de données et de contrôle de qualité sont énormes. Je crois que nous, biologistes, nous faisons face quand même à une sorte de problème de sens, que je vais illustrer de façon un petit peu provocante. Problème de sens au niveau des finalités, qui sont peu discutables en soi, s'agissant des finalités médicales. Les finalités biotechnologiques posent quand même un peu plus de problèmes au niveau de l'acceptabilité, notamment les OGM et bientôt la biologie synthétique, sans doute les nanotechnologies, qu'elles soient biologiques ou non. Ce sont des problèmes importants. Je mentionne au passage que je ne vois pas très bien comment on va résoudre tous les problèmes d'environnement, de climat, d'énergie sans faire appel à des OGM, mais c'est un sujet sur lequel je ne m'étendrai pas. J'insisterai plus sur un problème qui me frappe énormément et qui est celui de la redondance. Nous avons donc des millions de biologistes, enfin, 1 ou 2 millions de biologistes de par le monde, et comme je l'ai dit, ce nombre va doubler. Or, qu'est-ce qui se passe? Premièrement, nous vivons dans un climat d'hypercompétitivité sur la finalité de laquelle on peut quand même s'interroger. Est-ce que nous sommes forcément, ou est-ce que notre ambition est d'être des coureurs de Formule 1 et par voie de conséquence, est-ce qu'il faut vraiment des coureurs et des voitures de Formule 1 pour faire des bonnes voitures? C'est pas complètement évident, on peut en discuter. La redondance, c'est quoi? La redondance est à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est que la plupart des grandes découvertes aujourd'hui en biologie sont faites plusieurs fois, de façon à peu près indépendante. Donc il y a redondance à ce niveau-là. La redondance la pire, c'est quand même que dans la recherche habituelle, c'est-à-dire pas les grandes découvertes, le travail normal, si vous voulez, du biologiste, les mêmes résultats sont quand même en moyenne, à mon sens, en gros, publiés 5 à 10 fois. Donc il y a de la redondance. Et donc, ça pose un véritable problème parce que ça pose un problème de choix des sujets de recherche. Et puisque, comme je le prétends, le nombre des biologistes va doubler dans les 10 ans à venir, est-ce que ça veut dire que l'index de redondance va doubler, c'est-à-dire qu'on va republier les mêmes choses 10 à 20 fois? Il y a quand même un sujet. Évidemment, ce n'est pas ce qui va se produire, je ne le pense pas.
Mais j'utilise cette présentation un peu provocante pour poser le problème du choix et de la pertinence des sujets de recherche et du fait qu'il y a certainement beaucoup de suivisme qui doit être analysé et qui doit être analysé dans un contexte de la société des communautés scientifiques. Donc je crois, et j'en arrive à la fin de cet exposé, je crois que nous faisons face quand même à des problèmes qui me paraissent profonds et qui sont, je crois, trop sous-estimés. Le premier, c'est que bien sûr, il y a un problème d'analyse des bénéfices sociaux, puisque nous faisons face, notamment en matière d'OGM, par exemple, à une contestation sociale qui, incidemment, n'est pas générale. Elle est très spécifique d'ailleurs de la France et de l'Europe, ou relativement spécifique de la France et de l'Europe, et de certains mouvements écologistes internationaux. Mais enfin, la Chine et l'Inde sont peuplées d'OGM sur des milliers ou des milliers d'hectares. Le deuxième, c'est que, de façon plus générale, nous avons ce problème de redondance et peut-être cela pose-t-il un problème de définition et de mesure des externalités de la recherche, comme disent les économistes. Après tout, si la recherche est destinée principalement à former des enseignants, il n'y a pas de problème à ce qu'il y ait une redondance des résultats de recherche. Le bénéfice attendu n'est pas dans l'originalité des résultats. Et donc on peut essayer de justifier, on peut sans doute justifier la recherche par ce gain de productivité, entre guillemets, de qualité dans l'environnement. Néanmoins, je pense que nous ne travaillons pas suffisamment sur cette question des externalités, ce qui est un peu paradoxal au moment à l'époque où on est en train de chiffrer les externalités positives d'un hectare de forêt amazonienne pour lui attribuer un coût. Je pense qu'on peut peut-être faire un petit peu mieux en matière d'analyse des retombées positives de la recherche. Je pense que lorsque les ensembles de chercheurs deviennent très importants, comme c'est le cas chez les biologistes, il y a un problème d'organisation de la démocratie des chercheurs. La recherche représente un magnifique exemple de démocratie. Encore faut-il que la démocratie s'organise correctement. La dérive du système d'évaluation par les pairs est une dérive de la démocratie des chercheurs. Et je pense qu'il est vraiment tout à fait important d'y réfléchir et de s'en saisir et de la corriger. Et quelque part, puisque j'attribue une partie de ces dérives à la question de la dimension des communautés, je pense que ça nous pose, nous chercheurs, la question de l'analyse de la dimension des structures optimales des tribus et des communautés scientifiques dont nous faisons les uns et les autres partie. Et enfin, et ce thème sera traité après, je crois qu'il y a un véritable problème de moralisation de certaines pratiques, notamment dans l'évaluation des travaux scientifiques. Alors, ma conclusion sera celle-ci, c'est qu'au fond, moi, ce dont je suis convaincu, c'est qu'il n'y a pas assez de recherche sur la recherche. En d'autres termes, nous, chercheurs, je parle pour la biologie, bien entendu, et je ne voudrais pas généraliser pour d'autres champs, mais je pense que nous bénéficions d'une liberté qui est fantastique, qui est un privilège extraordinaire, et je pense qu'il est de notre responsabilité d'analyser dans quelle mesure nous pouvons optimiser l'exercice de cette liberté, non seulement pour nous-mêmes, mais bien sûr pour les sociétés dont nous faisons partie. Je voudrais préciser que quand je dis pas assez de recherche sur la recherche, pour moi, c'est surtout au sein des communautés scientifiques. Le débat que nous avons entendu hier soir sur l'économie scientifique a montré à quel point, je pense, les points de vue peuvent être différents selon qu'on est à l'intérieur ou à l'extérieur. Les deux sont sans doute utiles, mais après tout, ceux qui connaissent le mieux leur communauté, ce sont ceux qui sont dedans, et je pense que c'est d'abord à eux qu'il appartient de se mobiliser pour réfléchir à ces questions. Voilà, je conclurai là sur cette remarque, tout en réinsistant que la biologie fait des choses magnifiques, la médecine progresse de façon extraordinaire, mais que pour mieux gérer ces évolutions, il me semble utile de réfléchir un petit peu. Merci. Je
Je vous remercie, mon cher collègue, et immédiatement, notre administrateur, M. Pierre Corvol, va venir vous contredire, j'espère. Certainement pas, Monsieur Fussman. En fait, je souhaiterais, en quelques 10-15 minutes au maximum, vous montrer en quoi la biologie moderne, effectivement, aboutit à des progrès médicaux. En vous parlant de ce qu'on appelle à l'heure actuelle la recherche translationnelle, c'est un mot à la mode, mais la translation de la biologie en médecine est particulièrement pertinente et efficace, comme vous allez le voir. Efficace, oui, elle l'est, puisque, vous le savez, nous avons gagné, en tout cas dans les pays occidentaux, environ 1 an d'espérance de vie tous les 4 ans, depuis à peu près une vingtaine d'années, ce qui est remarquable. Vous me direz, gagner l'espérance de vie, c'est bien, mais la qualité de vie? Eh bien oui, on gagne aussi la qualité de vie, car il y a ce que les épidémiologistes appellent la compression de morbidité. C'est-à-dire que tous les événements graves arrivent pratiquement dans l'année qui va ou précéder, ou les 18 mois qui vont précéder la mort. Donc ce que je voudrais voir avec vous, c'est en quoi la biologie moderne et le raisonnement médical, finalement, est guidé par cette mondialisation de la recherche, qui est le thème du colloque, par ces restructurations. Et je voudrais suivre un plan très médical, vous montrer ce qu'il en est en matière de diagnostic, en matière de thérapeutique, et aussi discuter des restructurations importantes en matière d'industrie pharmaceutique. Le diagnostic, tout d'abord, je voudrais bien qu'on comprenne que nous sommes passés, en l'espace finalement de moins de 20 ans, de l'approche typique du médecin dans son cabinet de consultation qui se fonde sur son expérience passée pour faire un diagnostic et proposer un traitement. De la même manière que nous sommes passés du pharmacien d'officine qui génialement mélange des poudres et trouve un médicament, un principe actif. Ce temps est révolu. Et c'est particulièrement vrai quand on s'intéresse aux risques, et notamment aux risques cardiovasculaires. Vous m'excuserez de faire allusion ou référence à plusieurs reprises à mon domaine propre de recherche. Le risque cardiovasculaire, c'est de pouvoir évaluer, prédire et prévenir les maladies cardiovasculaires. Là, on est typiquement dans une démarche qui n'est plus une démarche individuelle, mais une démarche coopérative faite sur des arguments qui proviennent de l'étude de cohortes de façon prospective. Et donc, il faut voir que tout notre raisonnement médical dans ce domaine-là est fondé sur les cohortes qui ont été établies, pour la plus ancienne d'entre elles, en 1947 à Framingham, puis d'autres cohortes ont suivi. Il a fallu du temps pour que ces cohortes s'établissent, soient exploitées, mais à l'heure actuelle, nous avons la possibilité d'avoir des cohortes qui correspondent, je crois, au mieux à l'évaluation du risque cardiovasculaire dans nos pays. On est passé ainsi d'une cohorte américaine à l'étude de probabilité de développer un accident cardiovasculaire fondée sur des cohortes européennes, avec notamment l'indice SCORE, que chacun d'entre vous peut calculer d'ailleurs sur Internet. C'est un indice relativement grossier, mais qui permet d'estimer la probabilité d'avoir un accident cardiovasculaire dans les 10 ans qui viennent, en fonction d'un certain nombre de caractéristiques, soit non modifiables, l'âge et le sexe, soit modifiables, le tabac, le cholestérol, l'hypertension, etc. L'étape d'après, c'est d'essayer de raffiner ce risque. Et pour raffiner ce risque, là, du coup, nous nous tournons vers les biologistes, en cherchant des biomarqueurs ou des marqueurs d'imagerie, de vaisseaux notamment, qui vont permettre en quelque sorte d'affiner les algorithmes de prédiction du risque cardiovasculaire. Et là, nous nous trouvons exactement dans la démarche qui a été indiquée hier par Jean-Louis Mandel et aujourd'hui par Philippe Kouriski, c'est-à-dire l'utilisation de ces outils d'analyse à très large échelle des multiples composants qui permettent, pour l'un d'entre eux, ou plusieurs d'entre eux, d'essayer d'estimer le risque cardiovasculaire ou le risque de développer un cancer. Et ainsi, dans le sang, dans les urines, dans le liquide céphalorachidien,
on peut regarder le profil des protéines, le profil des ARN, les variations des gènes en fonction des individus. Là, nous sommes dans des études prospectives, de nouveau à établir, et à long terme. Nous n'aurons pas les résultats de façon certaine avant au moins une décennie. Donc nous avons aujourd'hui des outils que nous devons mettre en œuvre de façon intelligente, mais les résultats sont pour demain ou après-demain. Tout ceci pour essayer d'arriver à une médecine personnalisée. Mot de nouveau à la mode, très agréable à entendre pour quelqu'un qui cherche à donner de l'argent. On va faire de la médecine personnalisée. Mais je voudrais quand même vous citer textuellement ce que prédisait Francis Collins, que beaucoup d'entre nous reconnaissent comme un très grand généticien et qui est actuellement le directeur du NIH. Il disait en 2000, à une conférence de presse devant des journalistes, il disait « Je souhaite prédire que dans 10 ans, nous pourrons déterminer chez chacun de vous les conditions génétiques particulières vous exposant à un risque grâce à la découverte des gènes impliqués dans les maladies communes telles que le diabète, l'hypertension, les maladies cardiaques, etc. » Je pense que si dans 10 ans nous arrivons à cela, ce serait merveilleux. J'en doute énormément et je me réfère à la discussion que Jean-Louis Mandel vous a proposée en parlant de la catastrophe dimensionnelle, du nombre de données quasiment ingérables aujourd'hui du fait de l'extraordinaire variété du génome, de l'extraordinaire variété de l'épigénome, du métagénome, etc., etc. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais aujourd'hui, il n'y a pas un gène de maladie chronique, mais de très nombreux gènes. Nous ne sommes même pas capables de savoir le nombre de gènes qu'il y a. Nous savons qu'ils ont un effet extrêmement faible, que certains gènes peuvent s'annuler les uns les autres, et donc il est extrêmement difficile pour cela de parler aujourd'hui de médecine personnalisée, même si, évidemment, ces études de cohorte doivent être faites. Et c'est ainsi que les études, notamment en Angleterre, pour parler de pays qui sont proches des nôtres, ont décidé, sur un espace de 20 à 30 ans, de mettre en œuvre une cohorte de 500 000 patients en regardant les événements qui arriveront donc dans les 2 ou 3 générations qui viennent, en fonction des caractéristiques génétiques et d'autres caractéristiques qui pourront ainsi être corrélées aux événements survenus. La thérapeutique. La thérapeutique est clairement aujourd'hui à l'heure de biologie. Si vous regardez effectivement les grands progrès en matière d'innovation médicamenteuse, on peut être relativement déçu lorsqu'on parle de médicaments au sens chimique du terme. Au cours des 10 dernières années, il n'y a pas eu de révolution, et il ne faut pas croire cela. La grande révolution, c'est la révolution de la biologie qui a actuellement un effet thérapeutique. Mais cette révolution, ces exploitations, nous les devons à des découvertes qui ont été faites il y a 20 à 30 ans. Je rappelle simplement que les anticorps monoclonaux découverts par Kohler et Milstein en 1975 ont été récompensés 10 ans plus tard par un prix Nobel et que les premières applications thérapeutiques de perfusion d'anticorps monoclonaux, ce qui est quand même aussi assez héroïque quand on y songe, eh bien, elles déboulent actuellement dans des maladies comme la polyarthrite rhumatoïde ou dans la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Quand on donne un prix Nobel pour la découverte des ARN par interférence, ces petits ARN qui vont moduler l'expression des gènes à Fire et Mello en 2006, et que les journaux propagent l'idée qu'on a maintenant de nouvelles thérapeutiques à notre disposition, comptez plus 10, plus 20 ans, pour être raisonnable. D'accord ? Ceci est très important parce que remet en place, en quelque sorte, l'état de nos avancées, en tout cas aujourd'hui, même si, évidemment, tout le monde essaye de collaborer pour qu'elle soit le plus rapide possible. Les essais thérapeutiques sont aussi, je crois, un bel exemple de mondialisation de la recherche. Je vous rappellerai simplement qu'en 1967, la première étude qui a démontré l'intérêt de traiter l'hypertension artérielle, qui était donc un traitement actif contre un traitement placebo, en 1967, comportait seulement 143 patients. Elle a duré moins de 5 ans parce qu'il y a eu une surmortalité dans le
groupe placebo, et un seul centre a été étudié, a été impliqué. En 2002 était publiée l'étude ALLHAT, qui était une étude qui voulait comparer, c'était très important, l'efficacité antihypertensive de 3 types de médicaments antihypertenseurs. Elle a comporté 623 centres, 33 000 patients, suivis 5 ans, pour aboutir d'ailleurs au fait qu'un diurétique égale un bêta-bloquant égale un antagoniste calcique. Donc si vous voulez, le point important, c'est que ce type d'étude est indispensable, c'est clair. Ce type d'étude est maintenant demandé, requis pour pouvoir mettre sur le marché un médicament qui prétend augmenter l'espérance et la qualité de vie. Ce type d'étude n'est plus faisable pour une petite ou même une moyenne industrie pharmaceutique. Donc on a changé automatiquement l'échelle des essais thérapeutiques, puisqu'on estime qu'à l'heure actuelle, pour ce type d'études, il faut compter $1 milliard à investir pour pouvoir espérer avoir un blockbuster qui fera donc $1 milliard annuellement. Donc vous voyez le changement de dimension qui est considérable. Et les pays émergents, me direz-vous? Je pense qu'ils ont bénéficié aussi de la mondialisation de la recherche de 2 manières. La première manière, c'est l'analyse qui a pu être faite grâce justement aux essais à très très large échelle, aux cohortes étudiées et à ce qu'on appelle les méta-analyses de ces cohortes et de ces essais, où on s'est rendu compte qu'enfin, il était tout à fait avantageux de traiter systématiquement, à partir d'un certain âge, les patients avec une combinaison de différents produits médicaments actifs. Pour être plus précis, nos collègues anglais Wald et Lowe proposent qu'à partir de 55 ans, chez tout le monde, je pense que beaucoup de gens ici, donc, en tout cas moi, plus de 55 ans, hommes ou femmes, sans mesurer au préalable la tension, le cholestérol, on administre systématiquement 5 produits actifs à faible dose, des génériques pas chers. Mais c'est révolutionnaire. Pourquoi c'est révolutionnaire? Parce qu'à l'heure actuelle, et Peter Piot vous le dira, le problème des pays émergents est certes toujours les maladies infectieuses, mais ce qui grimpe à l'heure actuelle de façon absolument irrésistible, ce sont les maladies cardiovasculaires avec l'obésité, le diabète, l'hypertension, etc. Donc si vous voulez, l'idée que pourrait constituer l'administration systématique sans mesure au préalable et sans surveillance ultérieure, je suis un petit peu provocateur, des paramètres biologiques, peut être une avancée, puisqu'on estime, en tout cas eux ils estiment sur ces données qui sont, je le reconnais, théoriques aujourd'hui, que cette pilule qui contient 5 produits, donc on appelle la polypile, ou polypilule, permettrait d'éviter 80%, je dis bien 80% des accidents cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux. Et les Indiens ne s'y sont pas trompés. Autant les compagnies pharmaceutiques européennes ou américaines n'ont rien fait, mais nos collègues indiens, et même je peux dire la société Cadila, s'est mis en ordre de marche pour étudier effectivement la faisabilité et la tolérabilité d'une telle approche, c'est-à-dire en combinant 2 à 2, 2 à 3, etc., et en regardant si on ne perdait pas d'efficacité quand on combinait plusieurs médicaments par rapport au seul médicament actif donné isolément. La réponse est très claire, on a tous les arguments pour aller de l'avant. Je terminerai simplement en vous disant quelques mots sur, au fond, et vous l'avez compris, la restructuration de l'industrie pharmaceutique avec tout cela. Vu la complexité de la recherche, les études à long terme qui doivent être menées avec des investissements financiers considérables, l'industrie pharmaceutique s'est restructurée. En France, nous avions 200 à 300 petites compagnies pharmaceutiques et on peut dire qu'il n'y en a plus que 5 relativement importantes, une très importante qui se trouve dans le top 5. Mais vous voyez, on est loin de la pharmacie d'officine. Et on est même loin du modèle suisse où l'industrie chimique était en quelque sorte à côté donc, du Rhin et était ensuite traduite
en matière d'industrie pharmaceutique. En fait, les compagnies actuelles ont changé non seulement de taille, mais ont changé aussi excusez-moi l'anglicisme, de business plan. C'est-à-dire que jusqu'à présent, la recherche à l'intérieur de l'industrie pharmaceutique était très puissante. Elle avait quand même une faiblesse qui était que les programmes changeaient régulièrement. Et un chercheur de l'industrie pharmaceutique avait comme caractéristique d'être très savant, car tous les 2 à 3 ans ou 4 ans, suivant les directeurs de programme, on changeait de sujet. Ceci dit, il y avait à peu près, estime-t-on, 20% de recherche qui était faite de façon relativement cryptique, qui était continuée par les laboratoires, par les chercheurs qui avaient initié leur recherche. Mais donc, avec ce que je vous ai dit sur la longueur nécessaire pour trouver et exploiter une découverte, eh bien, vous comprenez bien que ceci est de plus en plus difficile, sans compter, naturellement, la difficulté que représente une recherche hautement technique actuellement. Si bien que les compagnies pharmaceutiques se sont rapprochées des compagnies de biotechnologie. J'ai insisté sur l'importance de la biothérapie à l'heure actuelle. Et le modèle typique est celui de Roche, Hoffmann-la-Roche, qui il y a plusieurs années, à peu près une vingtaine d'années, je crois, s'est rapproché de Genentech pour former finalement une alliance entre une compagnie de très haute technologie, en biotechnologie, et d'autre part, une compagnie pharmaceutique tout à fait typique. Et c'est ce qu'on observe à l'heure actuelle de plus en plus. Si bien qu'il y a une contractualisation qui se fait, une coopération ou un rachat de compagnies de biotechnologie. Et ceci est important dans un pays où il y a beaucoup de biologistes, comme chez nous, où un certain nombre d'entre eux peuvent être évidemment intéressés à travailler de très près avec l'industrie pharmaceutique. Je voudrais terminer par le numérique et la médecine à l'ère du numérique. On en a beaucoup parlé. Au fond, c'est un thème qui a été pratiquement récurrent au cours de cette réunion. Je dirais que d'abord, il y a l'Internet classique et ensuite, il y a les nouvelles technologies qui sont mises à disposition des médecins et des patients. L'Internet classique a changé la vie du médecin. L'Internet classique, c'est d'abord un malade qui s'informe. C'est un malade qui va sur des sites. C'est un malade qui a le problème, comme le médecin d'ailleurs, de n'avoir aucun site certifié. Il y a 500 sites au minimum médicaux. Mais il n'y a aucun site qui soit labellisé, qui vous permette de vous dire avec certitude que l'information médicale que vous tirez de ce site peut être considérée comme valide. C'est un problème. Il y a certes un certain nombre d'agences, comme la haute agence d'évaluation, la haute autorité de santé, etc., qui sont des agences qui réfléchissent avec des comités pour proposer des approches, des stratégies, mais encore une fois, on ne peut pas dire qu'il y ait un site certifié en matière médicale. Mais ceci dit, ces sites et ces possibilités de communiquer, d'une part pour les malades, à favoriser le développement d'associations de malades par Internet, qui jouent un rôle extrêmement important. Le rôle associatif dans notre pratique médicale est extrêmement important à considérer. Et d'autre part, pour le médecin, c'est aussi la possibilité de se mettre en réseau, notamment pour les maladies rares, avec des collègues et de constituer ainsi des banques de données, de consulter aussi des conférences consensus qui sont organisées dans chaque pays, de se tenir au courant par ce qu'on appelle des conférences Cochrane, qui sont, je dirais, une des manières les plus raisonnées de considérer la médecine fondée sur des preuves, evidence-based medicine, comme nous disons dans notre jargon. Mais il y a aussi l'utilisation maintenant de nouveaux outils, avec tout ce que ceci comporte comme intérêt pour essayer d'avoir une médecine qui soit vraiment au service du patient, la télémédecine, la transmission de données, qui est importante parce que nous sommes sous-équipés en termes de personnel médical et aussi paramédical, et la télémédecine peut
Je pense dans les pays notamment en voie de développement avec les téléphones portables, parce qu'ils ont des téléphones portables, et donc c'est une possibilité de communiquer, je pense, tout à fait intéressant. Bien sûr aussi, les traitements de l'image, on en a longuement parlé, ça c'est l'outil numérique par excellence pour faire progresser nos connaissances, notamment sur le fonctionnement des organes et du cerveau en particulier. Et puis les interfaces homme-machine qui se développent à l'heure actuelle progressivement, mais là aussi, nous avons une certaine expérience, notamment dans le domaine cardiaque, puisque vous savez qu'on a des défibrillateurs, des sentinelles au niveau du cœur qui se mettent uniquement en route que dans certaines circonstances, des stimulateurs, là aussi, à la demande, pour pouvoir augmenter la fraction d'éjection ventriculaire, sans parler, bien entendu, de la stimulation cérébrale profonde dans la maladie de Parkinson, et demain, ou aujourd'hui, pratiquement, les prothèses qui peuvent être commandées par la pensée ou par les nerfs, ceci associé aussi avec des corrections de certains déficits sensoriels, comme par exemple, et c'est en route à l'heure actuelle, déjà aujourd'hui en France, la reconstruction partielle, certes, de la vision par les caméras informatiques et les implants cochléaires. Bref, on aboutit à l'homme bionique. Voilà ce que je voulais vous dire en quelques mots. Peut-être suis-je un peu trop enthousiaste, mais en même temps critique, enthousiaste sur ce qu'apporte notamment le numérique, c'est sûr, critique sur une vente un peu trop facile de la médecine personnalisée. Et en tant que biologiste et médecin, je ne peux plus supporter que dans un article scientifique de haut de gamme, on termine en disant « Les résultats que j'ai ainsi analysés sont de première importance, ça j'en suis certain, et en plus, ils vont donner lieu à une exploitation thérapeutique d'après-demain. S'il vous plaît, financez-moi. » Merci.